Paris, octobre 1980. Une marque à laquelle personne ne faisait confiance dévoile une voiture à laquelle personne ne s'attendait. Une grande berline exécutive, longue et large, exposée au même salon que la BMW Série 7 et la Mercedes W126. Le badge sur le capot indiquait Talbot. 3 ans plus tard, elle avait disparu. Mais voilà la chose. La voiture n'était pas mauvaise. Les journalistes qui l'ont conduite disaient qu'elle tenait bien la route, qu'elle offrait plus d'espace à l'arrière que presque tout ce qui existait dans sa catégorie, et qu'elle cachait un solide vessie sous le capot. Alors, qu'est-ce qui l'a tuée ? C'est ce que nous allons découvrir. Le projet impossible. Pour comprendre ce qui est arrivé à la Tagora, il faut remonter en 1976, dans une entreprise qui n'avait aucun métier à vouloir construire une voiture de luxe et qui a essayé quand même. Chrysler Europe était en difficulté. La maison mère américaine perdait de l'argent de l'autre côté de l'Atlantique depuis des années, et au milieu des années 70, l'opération européenne vivait sur du temps emprunté. Mais à l'intérieur de l'usine de Poissy, l'ancienne équipe d'ingénieurs Simca continuait de travailler. Et l'un des projets sur leur planche à dessin s'appelait C9, une grande berline exécutive conçue pour affronter la BMW Série 5 et la Mercedes W123 sur le haut de gamme du marché européen. Ce n'était pas un travail bâclé. Le projet C9 était en cours depuis le début des années 1970. L'équipe de Poissy avait de vraies ambitions pour lui, un vrai travail d'ingénierie, une attention sérieuse à la dynamique du châssis et à l'espace intérieur. Ils voulaient faire monter Chrysler Europe en gamme, prouver que la marque pouvait faire autre chose que de petites voitures familiales anodines. Le moteur qu'ils ont choisi en dit long sur leur sérieux, le V6 PRV, un développement commun entre Peugeot, Renault et Volvo, était un bloc tout alu, doux et relativement raffiné pour l'époque. Obtenir l'accès à ce moteur pour un produit Chrysler n'était pas simple. Cela signifiait travailler dans le cadre d'un accord partagé entre 3 constructeurs qui n'avaient pas grand-chose en commun avec l'univers Chrysler. Mais l'équipe de Poissy l'a obtenu et la C9 était en bonne voie pour un vrai lancement. Puis, 1978 est arrivé. Le siège américain de Chrysler a perdu patience et n'avait plus d'argent. L'opération européenne est passée à Peugeot pour le prix symbolique d'1 franc. PSA a récupéré les usines, le personnel, la gamme de modèles et une berline de luxe presque terminée qu'il n'avait jamais demandé et dont il n'avait pas particulièrement besoin. Pensez à ce que Renault possédait déjà. La 604 était dans les concessions, leur propre berline exécutive motorisée par le PRV. La 505 était en développement, une grande berline familiale qui allait absorber de lourds investissements marketing. La 305 se situait en dessous. PSA avait une gamme complète, et au milieu de l'absorption d'une entreprise entière, il se retrouvait propriétaire d'une grande berline exécutive qui se plaçait au-dessus de tout ce qu'il vendait déjà. La décision raisonnable aurait été de l'annuler. Le projet était presque terminé, mais il ne cadrait pas. Il concurrençait la 604 par le haut, il nécessitait un réseau de concessionnaires sans expérience sur ce marché, et il portait un nom de marque, Talbot, que PSA avait créé pour remplacer à la fois Chrysler et Simca sur leurs produits européens, qui ne signifiait rien pour quiconque voulait dépenser une somme importante dans une voiture. PSA l'a pourtant maintenu en vie. Ils ont renommé la marque, terminé l'ingénierie et préparé le lancement. Que cette décision vienne d'une logique de coût irrécupérable, d'une pression politique interne ou d'une réelle conviction que la voiture méritait sa chance, personne ne l'a jamais clairement dit. Ce que nous savons, c'est qu'en octobre 1980, la Tagora est arrivée. La voiture que personne n'avait demandée. Alors, qu'est-ce que Peugeot a réellement présenté au public au Salon de Paris 1980 ? La Tagora était grande, 4,93 m de long, suffisamment large pour paraître vraiment imposante dans la circulation, avec une ligne de toit plate et formelle jusqu'au coffre. Le design venait du studio Chrysler de Coventry, pas d'un atelier parisien, et ça se voyait. Ce n'était pas une voiture qui cherchait à vous séduire, elle cherchait à projeter de l'autorité. Épaules larges, un long capot, une posture qui évoquait davantage la direction générale que la balade du week-end. Si vous la mettiez à côté d'un Rover SD1 de la même époque, vous verriez immédiatement la ressemblance familiale. Les deux voitures venaient de la même école anglo-saxonne du design exécutif. Sérieuse, délibérée, pas particulièrement émotionnelle. 3 niveaux de finition, GL, GLS et SX.
Les GL et GLS étaient équipés de moteurs 4 cylindres, un 1,6 litre et un 2,2 litres. Et s'ils étaient tout à fait corrects, ce n'était pas le sujet. Le SX était le sujet. Nous y reviendrons. Mais avant même d'arriver au produit, il y avait un problème que personne n'avait résolu. Qui vendait cette voiture et à qui ? Les concessions Talbot en 1980 étaient, dans la plupart des cas, les mêmes salles d'exposition qui vendaient des Simca quelques années plus tôt. Des petites voitures familiales, des citadines, des moyens de transport pratiques pour des acheteurs ordinaires. Les vendeurs savaient comment convaincre un client pour une Horizon ou une Solara. Ils ne savaient pas comment s'asseoir en face d'un dirigeant d'entreprise qui hésitait entre une Tagora SX et une Mercedes 280 SE. La conversion de vente, les connaissances produits, l'ambiance du showroom elle-même, rien n'était conçu pour ce type de client. Mercedes et BMW avaient passé des décennies à construire l'infrastructure pour exactement ce genre de vente. L'éclairage du showroom, les brochures, l'expérience d'essai routier, l'appel de suivi. Tout était conçu pour que l'acheteur senior se sente dans son rôle. Entrer dans une concession Talbot en 1981 ne donnait pas cette impression. Et puis il y avait la marque elle-même. Talbot était un nom que PSA avait ressuscité d'une ancienne marque britannique d'avant-guerre, appliqué à tous les anciens produits Chrysler et Simca en Europe pour créer une certaine continuité. Sur le papier, la logique tenait. Dans la pratique, personne ne ressentait de loyauté envers elle. Les anciens clients Chrysler ne se considéraient pas comme des clients Talbot. Les clients Simca étaient sur un marché complètement différent. Et le genre de client qui dépensait vraiment de l'argent dans une berline de luxe voulait un nom qui signifiait quelque chose, une histoire, une réputation, une raison de faire confiance au badge sur le coffre. Talbot n'avait rien de tout ça. Elle n'avait que 18 mois d'existence quand la Tagora est sortie. On ne construit pas du prestige en 18 mois. Jaguar, Mercedes, BMW, ces noms portaient des décennies de confiance accumulée. Talbot portait le souvenir de l'horizon. C'est contre ce mur que la Tagora s'est lancée. En réalité, excellente. C'est là que l'histoire bascule, parce qu'une fois passée la confusion de marques et les concessionnaires mal adaptés, la Tagora SX était une voiture vraiment compétitive. Pas un chef-d'œuvre caché, pas une arme secrète qui aurait humilié Stuttgart si seulement le monde y avait prêté attention, mais une machine solide, bien conçue, qui tenait la comparaison face à des concurrentes sérieuses, et dans certains domaines, surpassait des voitures plus chères et portant des noms bien plus prestigieux. Commençons par l'intérieur, car c'est là que la Tagora faisait son argument le plus clair. L'espace pour les passagers arrière était son atout le plus fort. L'empattement était suffisamment long pour que la banquette arrière ressemble à un véhicule différent de la plupart de ses rivales. L'espace aux jambes à l'arrière était vraiment généreux, plus que dans la 604, plus que dans la Rover SD1, et plus proche de ce que l'on trouvait dans une Mercedes allongée que dans une berline exécutive européenne standard. Pour une voiture positionnée comme moyen de transport pour dirigeants, eh bien ça comptait. La personne assise à l'arrière n'était pas le conducteur, elle était la raison d'être de la voiture, et la Tagora la traitait en conséquence. Le coffre suivait la même logique, large, carré, profond, pas de seuil de chargement gênant, pas d'ouverture compromise, pratique à la manière des berlines allemandes, pas à la manière dont les voitures françaises l'étaient parfois, c'est-à-dire avec un effort visible et quelques excuses. Maintenant, le moteur. La SX embarquait le V6 PRV dans sa version la plus grosse de 2664 cm3, produisant 166 chevaux. Pour mettre ça en perspective, la 604 GTI utilisait la même famille PRV, mais en 2849 cm3, et produisait 144 chevaux dans la plupart des configurations de l'époque. La version de la Tagora avait une cylindrée plus faible, mais en tirait plus de puissance, ce qui plaçait la SX devant en performance pure, malgré le poids supérieur de la Tagora. Le 0 à 100 km/h se faisait en environ 9 secondes. Pas rapide aux normes modernes, évidemment, mais tout à fait respectable pour une grande berline de luxe en 1980. Le V6 tirait proprement dans les régimes, et la boîte 5 vitesses lui donnait un caractère détendu et sans hâte sur autoroute. On ne luttait pas avec elle, on avalait les kilomètres. Ce que la SX proposait sur le tableau de bord était franchement inattendu à ce niveau de prix. Le combiné d'instruments était numérique. Un vrai affichage numérique en 1980, associé à un ordinateur de bord capable de calculer la consommation, l'autonomie et le temps de trajet. La plupart des rivales n'ont approché ça qu'au milieu des années 1980. La Mercedes W126, sortie la même année, conservait des instruments analogiques sur toute sa gamme standard. La BMW Série 7 E23, concurrente directe en prix et en positionnement, n'offrait rien d'équivalent en série.
La Tagora SX l'avait dès le premier jour. Précision honnête, les instruments numériques en 1980 n'étaient pas toujours fiables. Les premiers affichages à semi-conducteurs avaient des taux de panne qui gênaient les propriétaires. La technologie était vraiment en avance, mais être en avance ne veut pas toujours dire sans problème. Les essayeurs ont noté la nouveauté, certains ont aussi noté la fragilité. Disons ambitieux plutôt que parfaitement abouti. Là où la Tagora était aboutie, c'était dans son confort de roulement. Les essayeurs d'Autocar et de l'Auto-Journal lui ont tous deux adressé des louanges constantes sur ce point. Un châssis à empattement long, une suspension soigneusement réglée et suffisamment de masse pour absorber les imperfections de la route sans la sécheresse qui touchait certains concurrents plus légers. Sur longue distance, sur les routes qu'un voyageur d'affaires emprunte réellement, la Tagora était confortable d'une manière qui justifiait son positionnement. Ni molle, ni flottante, mais vraiment raffinée. Certains essayeurs l'ont placée aux côtés de la Citroën CX GTI parmi les meilleures voitures pour longue distance disponibles en Europe à l'époque. Et la CX GTI était la référence exacte pour cette qualité. Vous aviez donc un habitacle arrière plus spacieux que la plupart des rivales, un V6 plus puissant que celui de la 604, des instruments numériques que personne d'autre n'offrait à ce prix et un confort de roulement qui suscitait des comparaisons sérieuses dans des publications sérieuses. Ce n'est pas une légende oubliée, mais ce n'est pas non plus une voiture qui méritait d'être ignorée. Le problème n'a jamais été ce qu'était la Tagora, le problème était tout ce qui l'entourait. Le désastre. Voici donc ce que PSA a réellement fait avec elle. La 505 est sortie en 1979, un an avant la Tagora. Peugeot a mis de gros moyens derrière elle. Publicité, formation des concessionnaires, événements presse, une longue carrière de production qui s'étendrait jusque dans les années 90. La 505 était la priorité de PSA dans le segment des grandes berlines, et toutes les décisions concernant la Tagora reflétaient cela. Le budget marketing est allé à la 505. La force de vente, qui savait bouger des voitures exécutives, était dirigée vers la 604. La Tagora a eu ce qui restait, c'est-à-dire pas grand-chose. Le timing a tout aggravé. Octobre 1980 n'était pas le bon moment pour lancer une grosse berline V6 gourmande. Le second choc pétrolier avait déjà frappé fort. Les prix du carburant avaient augmenté partout en Europe, les acheteurs étaient nerveux, et le marché des voitures exécutives se tournait vers le diesel et l'économie. Un V6 de 2664 cm3 qui consommait environ 11 litres au 100 un bon jour était exactement la mauvaise réponse à la question que se posaient les acheteurs. La 604 avait le même problème, mais elle avait du capital marque et une clientèle établie sur laquelle s'appuyer. La Tagora n'avait ni l'un ni l'autre. Ce qui a suivi fut une carrière de 3 ans sans aucune mise à jour significative. Pas de restylage, pas d'intérieur revu. Aucune version diesel n'est jamais arrivée sur le marché, alors qu'un diesel aurait directement répondu à l'anxiété sur la consommation. PSA avait les moteurs, ils ne les ont simplement jamais montés. La Tagora est arrivée en 1980 et est partie en 1983 avec exactement le même look et la même sensation qu'au premier jour. Dans un segment où Mercedes et BMW amélioraient continuellement leurs produits, cette immobilité passait pour de l'indifférence. Les chiffres racontent clairement le reste de l'histoire. Sur toute sa période de production, 20 133 Tagora ont été construites. Pour mettre ça en perspective, la Peugeot 604 a été produite de 75 à 85 et s'est écoulée à environ 153 000 exemplaires. Même en tenant compte de la plus longue carrière de la 604, l'écart reflète une voiture qui a trouvé son marché contre une autre qui n'en a jamais trouvé. Le volume annuel de la Tagora était si faible que certains concessionnaires Talbot signalaient prendre des commandes qu'ils ne pouvaient pas honorer rapidement. Non pas à cause de la demande, mais parce que l'allocation était tellement basse que la logistique fonctionnait à peine. La dernière Tagora est sortie de la chaîne de Poissy en 1983. Cette même année, PSA a arrêté les voitures particulières Talbot en France. La marque, créée pour donner un avenir aux anciens produits de Chrysler Europe, a duré moins de 5 ans avant que Peugeot n'absorbe ce qui restait et passe à autre chose. L'ironie. L'échec de la Tagora est clair et simple une fois qu'on le voit. Une voiture vendue sous une marque sans crédibilité, à travers un réseau sans expérience, sans soutien marketing, pendant une crise pétrolière, face à des rivales dont les constructeurs voulaient réellement qu'elle réussisse. Les journalistes qui l'ont conduite n'étaient pas perdus, leur verdict était constant. Bon confort, vrai espace, moteur puissant, compétitive là où ça comptait. La voiture n'était pas le problème, la voiture était bien. C'est la décision de le lancer quand même, dans des conditions qui rendaient le succès presque impossible, pendant que l'attention de la maison mère était tournée ailleurs, qui a tout changé. C'était l'ironie.
PSA a hérité d'une berline exécutive réellement compétitive, a dépensé l'argent pour la terminer, l'a mise en concession, et n'a ensuite pas vraiment essayé de la vendre. Que ce soit une stratégie de sortie calculée ou simplement de l'indifférence d'entreprise, le résultat a été le même. La Tagora n'a pas échoué, elle a été arrêtée. La question pour les commentaires est donc celle-ci. La Tagora est-elle la preuve que Talbot ne pouvait pas construire une voiture de luxe ? Ou la preuve que même une voiture compétente disparaît quand personne à l'intérieur de l'entreprise n'y croit ? Conclusion. La dernière Tagora a quitté Poissy en 1983, la même année où le nom Talbot a complètement disparu des routes françaises. Le verdict n'est pas compliqué, la voiture n'était pas le problème. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La Tagora méritait-elle mieux ? Ou l'issue était-elle inévitable dès l'instant où Peugeot a racheté Chrysler Europe ? Abonnez-vous pour la prochaine histoire du garage français.